bonjour à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session Rivers. Il n'y avait qu'un match la nuit dernière, mais on a quand même un programme chargé. Enfin, c'était même hier soir, c'était à 19h, un match à heure française, un Game 7, Shai, avec la défaite du Magic contre les Cavaliers. 106-94, Cleveland qui gagne cette série 4-3. Il n'y a pas eu une seule victoire à l'extérieur. Du coup, ça donne un peu l'impression que la série, elle a jamais vraiment commencé. C'était une série un peu bizarre. L'équipe qui gagne le droit de se faire cogner par Boston et ça sera donc Cleveland qui est allé chercher cette victoire. Cleveland qui était mené de 18 points et qui est remonté, notamment avec un troisième quart-temps assez extraordinaire, 33-15 dans le troisième quart-temps, 39 points de Donovan Mitchell, il en a mis 50 dans le Game 6, si je dis pas de bêtises, c'était C'est ça, 50, ouais. et là il en Ouais. met 39. Mitchell qui a littéralement porté les Cavs vers la qualification. Mitchell qui a sauvé le projet Cleveland Cavaliers un peu, au moins provisoirement. Mais j'y ai cru Antoine, j'y ai cru Ouais, première mi-temps, 18 points d'avance, je me dis ça y est. gros Banchero en première mi-temps. Banchero, de toute façon, on va en reparler de Banchero parce que c'est l'enseignement de la série pour moi, pour Orlando. Il faut aussi quand même tirer des choses positives de cette saison. Hein. Ils n'étaient pas attendus aussi haut à l'Est. Ils passent un tour, enfin ils perdent au premier tour dans un match, en perdant dans un match 7. Donc il y a des choses positives. Mais ils avaient le match en main, ils avaient 18 points d'avance. Ils auraient pas pu plus mal shooter en deuxième mi-temps, je pense. C'était terrible. Et donc c'est autant dû à la défense de Cleveland qui a resserré un peu la vis que la pression, l'enjeu qui a frappé un peu Orlando et qui du coup a fait qu'il n'y a plus un panier qui rentrait et qu'à part Banchero, ça a été assez désastreux, ça a été assez désastreux offensivement. Mais oui, tu parlais de Donovan Mitchell, il faut saluer sa performance. Il sortait d'un très très gros match 6 et il a porté les responsabilités, il a mis l'équipe sur son dos, 39 points, très très agressif pour aller sur la ligne. Et ça a payé pour Cleveland qui s'en sort bien, qui fait respecter une forme de logique, mais moi, qui ne m'a pas rassuré, évidemment. Je pense pas que les fans des Cavs se disent putain, c'est bon, on sort de cette série-là, on est prêt à taper Boston. Comme tu l'as dit, ça ressemble un peu à celui qui se qualifiait, c'était celui qui avait le droit de faire un peu le sparring partner contre les Celtics, quoi. Ouais, après Mitchell, hein, c'est une vraie superstar. On en parlait un peu avec Théo, tous les trois là en off. Ouais. C'est quand même un joueur qui est capable d'élever le niveau de ton équipe. Alors, pas en tant que première option, je pense que ça t'élève jusqu'à un certain stade, tu vois. Mais t'imagines si ce gars-là avait été avec Joel Embiid, par exemple, sachant que Tyrese Maxey a fait des très beaux playoffs, tu vois, mais si c'est Mitchell à côté d'Embiid, je pense que Philly, ça devient une toute autre équipe. Et donc, du coup, ouais, Mitchell, il sublime un peu une équipe moyenne, si je peux me permettre. J'avais utilisé un terme un peu plus péjoratif la première fois que j'ai dit ça, Ouais. mais je vais dire une équipe moyenne. Il manque d'ailleurs Jarrett Allen du côté des Cavs. Ça fait 3 matchs qu'il joue pas, même si je pense que c'est mieux pour Mobley de jouer poste 5, mais bref. C'est encore un autre sujet. Je trouve que cette équipe, elle est moyenne, elle est construite un peu bizarrement, même si le fait d'ajouter des shooters, ça a été une ambition de la dernière intersaison et ça a payé sur ce match. Hein. Max Truss, il met 13 points, il met quelques paniers importants. Caris Levert, il a mis ses 15 points. Sam Merrill, il a mis 2 paniers à 3 points. Enfin bref, il y a eu un regain d'adresse à 3 points. Et je trouve que Mitchell est le mec qui élève ce truc-là. Le Magic a aussi son franchise player, mais voilà, Mitchell, on sent, il y a quand même des matchs de playoff dans les jambes. Il y a eu des grosses performances en playoff et tu parlais de logique, il y a une certaine logique qui est respectée. Les Cavs ont un franchise player, quoi. C'est ça. Après, il va quand même être attendu au tournant parce que je vais évidemment pas manquer de respect au Magic voilà, tu sais que j'adore cette équipe, mais on va l'attendre contre des équipes du niveau de Boston, du niveau Et je pense de que là, c'est sa limite. c'est pour l'instant c'est sa limite. Donc là, c'est très bien, il a fait respecter la logique et il a montré qu'il était au-dessus du niveau de cette série en termes d'expérience, de sang-froid. Mais là, contre Boston, il va vraiment être attendu au tournant. Donc ce sera pas de sa faute s'il tourne à 40 points de moyenne et que la logique est respectée, que Boston est collectivement supérieur. On ne pourra pas dire c'est de la faute de Donovan Mitchell, mais il y a une forme de plafond qui semble être pour lui. On va voir. Là, en tout cas, sur cette série-là, il a réussi à élever son niveau là où aucun autre joueur de la série n'a pu le faire, même pas Banchero dont on peut parler parce que je trouve qu'il a été ça a été la révélation. Du coup, cette saison, pendant un temps, on s'est demandé, on s'est dit il y a deux joueurs vraiment forts à Orlando parce que Franz Wagner a été excellent. Ils avaient, si tu te rappelles bien, des moyennes assez similaires en termes de stats. Je trouvais pas Wagner moins fort que Banchero. Et petit à petit, ça s'est quand même démarqué en termes de leadership. La blessure de Wagner l'a pas aidé, certes,
Mais au niveau leadership, comportement, performance dans les moments où ça compte, Banchero, il a quand même montré que c'était un top joueur. Et même là, tu sais, dans la manière dont il a réagi après le match, tout de suite, parce qu'il faut le dire, Franz Wagner a fait un match apocalyptique, le pire match 7 de l'histoire. Voilà, 1 sur 15, donc Voilà. 7% de réussite au tir, 6,7% de réussite au tir, c'est le pire match 7 en termes d'adresse de l'histoire de la NBA. Voilà. Pour un joueur qui a plus de 15 minutes sur un match, donc c'est son cas. Et Banchero, tout de suite, il a pas dit bon, mais ça aurait été bizarre qu'il sorte ça comme ça, hein, mais il a pas cherché à se mettre en avant ou à dire ouais, mais si machin avait été bon, voilà. Non, il a tout de suite dit si on est là, si on a été en playoff, c'est grâce à France. Si on est arrivé dans un match 7, c'est aussi grâce à lui. Il a pas tort parce qu'avant ce match-là, Wagner tournait à 21 points de moyenne. Et il a tout de suite dit qu'il était super fier de l'équipe, qu'il savait que tout le monde allait bien travailler pendant l'été, qu'il comprend la frustration de Wagner, parce que forcément, tu as un match 7, tu fais 1 sur 15, c'est compliqué. Et j'ai bien aimé son comportement, j'ai bien aimé son niveau de jeu aussi, parce qu'il fait quand même 38 points, 16 rebonds. Il a raté des choses, hein, comme tout au long de la série. Mais je me dis qu'on a peut-être vu le fameux plancher de Banchero, tu vois. Ouais, j'ai l'impression qu'il sera peut-être pas moins fort que ça. Et c'est très, très encourageant pour le Magic. Si tu sais que ton franchise player qui a 21 ans, il sera jamais moins fort que ça et que tout va s'améliorer pour lui et autour, il y a de quoi être hyper optimiste. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je vais donner ses moyennes sur les playoffs. Donc, pour ses tout premiers playoffs, 27 points, 45% au tir, 40% à 3 points. Ça, en termes d'adresse, 45-40, c'est déjà très propre. Mais à l'échelle du Magic, le Magic a shooté à 33% sur ce match. Le Magic est là, à part les Pelicans, aucune équipe n'a été moins à droite que le Magic sur ces playoffs. Donc, c'est quand même des super pourcentages pour Banchero en plus de ses 27 points. Quasiment 9 rebonds, 4 passes. Après, il a 4 balles perdues, plus de 4 balles perdues. C'est un joueur qui a tendance des fois à jouer de l'ISO un peu outrance. J'aime bien le comparer à Carmelo Anthony. Il a un côté un peu plus fun que Carmelo Anthony, mais il a tendance à bouffer des ballons. Mais est-ce que c'est parce que c'est le seul capable de faire la différence à Orlando? C'est une vraie question qu'il va falloir se poser, parce qu'il y a un manque de solutions offensives du côté du Magic. C'est affolant. C'était avec New Orleans, la pire attaque. Ça a posé vraiment problème. On sait qu'il y avait une défense solide, mais tu peux pas tout construire là-dessus. Il faut qu'il y ait des solutions offensives. Mais Orlando a plein de raisons d'être optimiste. Il y a plein de jeunes. Il y a des pics. Et il y a surtout, Orlando cette année, c'était la plus petite masse salariale de la ligue. Donc c'est presque une anomalie de les retrouver là, de retrouver le Magic tout proche à une mi-temps de se qualifier pour les demi-finales de conférence. Pour te dire, les 4 autres masses salariales les plus petites, c'est Détroit, San Antonio, Charlotte et Utah. Donc des équipes qui n'ont rien à voir avec le Magic. Depuis que Banchero est arrivé, plus 25 wins en 2 ans. C'est un bond immense. Là maintenant, la question, c'est de se demander qui ajouter, parce qu'il va y avoir des extensions de contrat pour Wagner, pour Suggs et pour Banchero. Donc la masse salariale, elle va être vite bouchée. Donc il y a de la place pour ajouter un mec. Il faut bien choisir ce mec. Je ne sais pas si tu avais réfléchi déjà à des pistes. Je ne sais pas, il y a tous les noms qui, tu sais, ça a beaucoup parlé de Klay Thompson, mais je n'ai pas l'impression que ce serait une bonne idée. Sauf si c'est un Klay qui, je sais pas, totalement revigoré et qui retrouve tout ce qu'a fait le joueur qu'il était. Sinon, sur les noms qui viennent comme ça, je peux t'en donner des noms si tu veux. Vas-y, je pense, j'ai lu un peu pour Brandon Ingram, mais je sais pas. Non, mais alors Ingram, c'est marrant. Qui a cité ça? Tu sais qui est? C'est dans l'article où il y a, tu sais il a pas, ils vont pas le prolonger, enfin ils vont pas activer son extension là. Et en réaction à ça, il y a des mecs qui ont parlé d'Orlando. Ouais. Pour moi, c'est trop facile parce qu'en gros, c'est le rapprochement. Tiens, il y a une star qui est libre, il y a une équipe qui a de la masse, on fait le lien. Mais je pense que ce lien, il n'existe pas parce que déjà, les Pelicans, j'imagine que, tu vois, ça n'a pas de sens d'avoir Wagner et Ingram et ça n'a pas de sens de lâcher Wagner pour Ingram. Je crois que ce serait le plus gros coup que les Pelicans seraient capables de faire, c'est d'avoir un mec un peu moins fort qu'Ingram, mais au final, même pas forcément moins fort. Mais ça a pour moi aucun sens. Ingram, c'est pas du tout sur ce poste-là. Je pense que le Magic a besoin d'un arrière, un meneur ou en tout cas un guard. Comme nom, il y a Klay Thompson. Je t'en donne des sexy et des moins sexy. Tyus Jones, je pense que Tyus Jones, tu peux pas envoyer complètement la sauce et ça fait pas forcément passer un énorme cap à ton équipe, mais je pense que ça ferait passer un cap à leur équipe quand même. Ouais. Malik Monk. C'est sûr que Malik Monk, ils vont essayer. En fait, tout dépend s'ils veulent faire un gros splash ou s'ils veulent
juste prendre un mec pendant 2 ans en attendant de Mmh. voir ce que ça donne et plus tard faire un splash. Quand je dis splash, c'est lâcher des pics, des Oui, jeunes, oui. les Anthony Black, etc. Donc il y a Malik Monk, Buddy Hield, pareil pour le côté pass splash. Pour le côté pass splash, Luke Kennard, un peu moins intéressant. Gary Trent Jr. Après, pour des noms un peu plus forts, Paul George. Ah oui, on Mais passe un je, cap là. mais je pense que ça l'intéresserait pas forcément lui. Mmh. Je pense que Paul George, il veut une équipe avec plein de stars. Tu vois, Ouais. genre, il est au stade où tu peux pas être juste le mec qui t'aide à passer un cap, mais tu sais que tu vas pas gagner le titre, tu vois. Ouais. Sauf si Banchero devient une espèce de machine spectaculaire. Donc, Paul George, Chris Middleton, je pense que c'est à surveiller si les Bucks. Ouais. Ça pourrait être lui, tu sais, en mode troisième lame, vétéran, mais bon, il est souvent blessé, c'est un peu le problème. Ouais. Dans le même style de troisième lame, un peu vétéran, il y a Demar DeRozan. Il y a C'est pas mal, ça. Malcolm Brogdon. Non, pareil, j'ai l'impression qu'il est tout le temps blessé, ça me va pas. D'Angelo Russell pour plus jeune, mais moi, Ah ouais, non, j'avoue, merci. Austin Reeves, si tu veux Ouais. rester du côté des Lakers. En fait, c'est là où on voit qu'il n'y a pas d'option parfaite. Je pense que le Magic va devoir. Van Fleet, c'était l'option parfaite, mais bon, Après, il y en a deux mecs d'Atlanta. Il y a Dejounte Murray. Pas mal. Mais moi, en fait, moi, ceux-là, j'aimerais pas du tout. Ce serait dans l'esprit défensif, tu vois, du Magic En avec plus, un créateur mais de il est en jeu. bif, mais il est en Mais bif avec Banchero en plus. en plus, c'est vrai, j'ai oublié, ils viennent du même coin. Mais par contre, Murray, je trouve, en fait, il facilite pas le jeu. Ouais. Pour moi, c'est juste, il y aura un mec de plus pour jouer des isolations. Mais bref, je suis pas fan, mais bon, ça peut être une option. Et il y a toujours le côté Trae Young, quoi. Après, faudrait lâcher un paquet de pics. Ça dépendrait de Oui, ce non, que les mais Hawks auraient envie de tout faire. dépend, Mais tout dépend ce qu'ils perdent. Après, dans l'idée, je suis pas contre. Mais comme ça, j'ai l'impression qu'ils vont opter pour. Ils vont cibler que le scoring, c'est vraiment un problème. Et dans ce cas, tu prends un fort scoreur. Donc, l'option premium, ce serait DeMar DeRozan, peut-être, parce qu'il a l'expérience. On sait que c'est un vrai bon pro qui est jamais blessé et tout ça. Et sinon, je pense que Malik Monk, qui est sur une grosse dynamique de scoring, qui peut-être qui sera content d'avoir plus de temps de jeu, voilà, je vois bien un truc comme ça. Mais j'ai pas l'impression que Clay viendra, en tout cas. bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez un nom qui vous vient en tête pour le Magic, un joueur à trouver. Et il est possible aussi que sur Basket Session, il y ait quelques articles liés à ça. On peut peut-être enchaîner avec un autre match du week-end, c'était celui entre Minnesota et Denver, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Victoire de Minnesota, j'ai plus le score en tête. Je suis désolé. Attends, je te trouve ça. 106 à 99. Ok, je savais que les Nuggets étaient sous les 100 points. Très belle victoire des Timberwolves. Magnifique. Très gros match. Je te laisse d'abord, je te laisse la parole. Je te laisse donner tes impressions sur. Ouais, match magnifique. Je pensais que les Wolves seraient un peu froids, tu vois, après le sweep, le fait qu'ils aient pas rejoué tout de suite, et puis tu as un gap entre les Suns qui étaient totalement dysfonctionnels, et en face tu te manges Denver, la meilleure équipe de l'Ouest, en gros. Et au contraire, franchement, je les ai trouvés sérieux, appliqués, vraiment dans la lignée de ce qu'ils ont fait depuis le début des playoffs, et par extension un peu depuis le début de la saison. Je les ai trouvés franchement assez bluffants. Ils ont toujours pas perdu là dans cette campagne de playoff. C'est la première fois pour une équipe de l'Ouest depuis les Warriors en 2017. Donc il y a tout un historique qui montre que les équipes qui font 5-0 pour commencer vont généralement très très loin. Puis comment ne pas parler d'Anthony Edwards. Anthony Edwards qui fait encore un match. 43 points. 43 points. Parce qu'il y a l'impact chiffré. Esthétiquement, c'était juste dingue aussi. Qu'est-ce qu'il est fort. C'était fluide, c'était athlétique, c'était nerveux, c'était calme. Il y avait tout dans sa prestation. Et ce que j'aime beaucoup et ce qu'on avait déjà vu contre les Suns sur certains matchs, c'est qu'il ne force pas. Il ne force pas. Quand il voit que l'équipe adverse décide de s'occuper de lui, il se dit pas, allez, c'est moi, je suis chaud, je vais aller jusqu'à 60 points. Il libère les autres. Il est productif, il est altruiste. Et ça se ressent. Toute l'équipe rayonne. Alors, c'est pas que lui. Hein. Tous les joueurs disent que l'équipe vit très bien, que tout le monde a envie que l'autre brille. Et ça se voit avec Anthony Edwards, ça se voit dans sa relation avec les autres. Ça se voit avec Rudy Gobert, ça se voit avec Naz Reid, même avec Kat. Ils sont tous tournés vers le même objectif et ils sont extrêmement performants. Là, cette première victoire, alors c'est qu'une victoire, c'est à l'extérieur, donc c'est quand même notable. Mais c'était franchement superbe, quoi. Ils ont été incroyablement adroits, incroyablement forts en défense. Tu limites Denver sous les 100 points. Voilà, j'ai que des superlatifs pour eux sur ce match-là. T'as parfaitement résumé, je pense, Anthony Edwards et les Timberwolves. C'est la meilleure définition, la meilleure
Ouais, explication que j'ai entendue sur les Timberwolves depuis le début de la saison. J'ai un énorme mea culpa à faire d'ailleurs sur cette équipe. J'y ai pas cru et notamment, c'est pour ça que je dis, enfin, je trouve que t'as vraiment mis le doigt complètement sur ce qu'on voit, notamment sur Edwards. Moi, j'aime beaucoup Anthony Edwards. J'avais peur qu'il ait pas la maturité, mais c'est un monstre en fait aussi. Par exemple, tu vois, ce que tu as dit sur rien forcer, c'est marquant. Il a pas peur de lâcher la balle en fait. Et normalement, les joueurs de son âge, ils captent pas ça. Lui, il capte ça. C'est pas un gros playmaker, mais il sait quand il faut lâcher la balle. Il y a une confiance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette équipe, elle respire la confiance. Ça sent en défense sur ses rotations défensives. Towns est du coup incroyable dans son rôle. Tout le monde contribue et je ne sais pas ce que donnera cette série. Elle sera dure à pronostiquer. Mais ils peuvent vraiment le faire. Ils peuvent très, très, très sérieusement sortir les Nuggets. Ils sont plus grands que les Nuggets. C'est la première fois que les Nuggets sont bousculés comme ça physiquement. Ils ont toutes les armes pour défendre sur les meilleurs joueurs des Nuggets. C'est-à-dire qu'ils ont de la taille à envoyer sur Jokic constamment sur 48 minutes, que ce soit Towns, c'est Towns qui commence sur lui. Ça peut être Gobert quand il y a un switch. Ça peut être Naz Reid. Mais ils ont constamment de la taille. T'as vu ce qu'il a dit? T'as vu ce qu'il a dit, faudrait que je me clone. Ouais. Qu'est-ce que tu devrais faire pour faire face à la rotation sur toi? Voilà. Mais là, je vais aller jusqu'à dire, je ne sais pas qui va gagner la série. Je peux pas te dire là comme ça, je suis sûr que les Wolves ont gagné. Je peux pas, ça serait enterrer Denver, ce serait une erreur. Mais par contre, je peux te garantir que Jokic, il va devoir sortir une série plus forte que n'importe quelle série qu'il a sortie l'an dernier quand ils sont champions pour passer Minnesota. Il va falloir qu'il sorte la série de sa vie, Jokic. Alors, c'est possible, c'est le meilleur joueur du monde, mais il va avoir. Et donc, je disais pour Jokic, il y a de la taille. Sur Murray, tu peux avoir McDaniels, Alexander Walker, Edwards. Et Murray, mine de rien, juste un petit truc, mais il n'est pas à 100%. Ça se voit, ouais. Et ces tirs contre les Lakers, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il est à 40% de réussite sur le début des playoffs, Murray. Ouais. Il est à 47 l'an dernier quand ils sont champions. Là, il est à 40. Il y a une vraie baisse. Il y a une vraie baisse. Et alors oui, il a mis les tirs qu'il fallait. Et c'est exactement ce qu'on lui demande. Et c'est ce qui fait que Murray est un joueur incroyable. C'est qu'il est capable de mettre ces tirs-là. Mais s'il met la plupart des tirs qu'il prend avant, il n'y a même pas besoin qu'il aille mettre ces tirs-là, tu vois. Ouais, c'est ça. Et les Nuggets, je suis désolé, j'ai fait long, mais les Nuggets, ils ont personne pour défendre sur Edwards. KCP, il paraît tout petit. Le seul qui peut défendre sur Edwards, ça serait Gordon. On verra, j'ai hâte de surveiller ça. J'ai hâte de voir s'il a justement, c'est de mettre Gordon par moment sur Edwards. C'est le seul qui peut tenir physiquement, mais derrière, ça veut dire que tu laisses Towns ou Gobert te battre. Et ça peut être un pari à faire de se dire, ouais, bah, Gobert, et à un moment, ça va coincer, ou Towns, il va faire des conneries, il va vouloir provoquer absolument des post-up et faire des fautes bêtes. Et la rotation des Nuggets m'inquiète, comme je l'ai toujours dit, elle est trop légère cette rotation. Que ce soit Minnesota, que ce soit Dallas, soit OKC ou que ce soit Boston, je pense qu'il y a une équipe qui battra Denver cette année. Mais Minnesota, peut vraiment, vraiment le faire. C'est ça. Non, mais la conclusion, c'est que, enfin, après, on s'en doutait un peu avec ce qu'ils ont montré au premier tour, mais là, il n'y a plus de doute sur le fait qu'ils sont capables vraiment de les embêter, voire de les éliminer. Je pense toujours là à cette heure que Denver va réagir, va trouver les bons ajustements, et je pense va se qualifier. Mais ce qu'on voit des Wolves, c'est hyper enthousiasmant parce que là même, Kat a encore été frustrant 2-3 fois. Les fautes qu'il fait parfois, ça met en péril son équipe. Mais comme on le dit depuis le début des playoffs, c'est pas grave parce que tout ne repose pas sur lui. Tout repose sur Edwards. Quand Edwards est un peu pris dans l'étau, il libère un autre joueur. Là, il y a eu Naz Reid qui fait un début de match très très compliqué. Et dans le 4e quart-temps, il met 14 de ses 16 points. Il est excellent. C'est le 6e homme de l'année. C'est logique. Rudy, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Rudy, il a été excellent défensivement dans le 4e quart-temps aussi. Il y a plein d'actions où tu as cette action qui est assez marquante où il arrive à défendre à la fois sur Jokic et sur Aaron Gordon, je crois. Il force Jokic à tenter la passe lobée et il recule suffisamment vite pour intercepter. Il y a 2-3 actions comme ça où voilà, c'est bon, quoi. Il y a plus besoin. Je veux dire, au bout d'un moment, s'il y a des critiques sur lui de ce point de vue-là, oui, on peut pas le mettre en play-off et machin. Au bout d'un moment, c'est de la détestation gratuite et voilà. Et ces Wolves ils sont tous bons, en fait. Ils sont tous très bons. Ouais, ils sont tous bons. Il n'y a pas de mauvais joueurs. Mike Conley, il est super bon. Mike Conley, il y en a plein qui le pensaient complètement cramé, mais son arrivée l'année dernière, elle est décisive parce que elle apporte du leadership, de la défense, de l'expérience. Franchement, il est parfait aussi dans son registre. Donc, je trouve les Wolves bluffants. Anthony Edwards de plus en plus bluffant et j'ai pas l'impression qu'on a tout vu. Je crois qu'en termes de précocité, il a fait un truc assez. C'est le 2e joueur de 22 ans au moins qui arrive à inscrire 40 points au moins sur 2 matchs de suite. L'autre, c'était Kobe. Bon,
plutôt pas mal. Voilà, il y a tout qui clique pour l'instant pour Minnesota, mais il y a une marge de progression évidente pour Denver. Je suis d'accord avec ce que tu as dit sur Jokic, parce que Murray sera peut-être présent en tant que joueur clutch, mais sur le reste du match, Jokic va devoir faire des dingueries. Michael Porter Jr. va devoir aussi hausser le ton, Aaron Gordon. Et c'est là qu'on teste un champion. On va voir s'ils sont capables d'y répondre, de répondre aux problématiques qui sont importantes, parce que défensivement, en face, c'est très très fort. Et offensivement, c'est beaucoup plus près que ce qu'on pouvait imaginer avant le début des playoffs, je pense. Gordon va être un énorme facteur X sur cette série, à la fois en défense et en attaque. Ouais. Il va falloir que lui aussi il crée du jeu. Les Nuggets, je ne sais pas qui va gagner la série, mais les Nuggets, si c'est une série défensive, Denver passe pas. Si c'est une série où il n'y a pas des explosions au scoring, Denver passe pas. Ils ont pas. Les Timberwolves ont trop d'armes défensives pour que Denver gagne une série défensive. Il va falloir que les Nuggets marquent beaucoup de points pour gagner cette série, je pense, sincèrement. Mais ça va être vraiment une. Oui, ils sont capables. Je ne suis pas en train de dire que Minnesota va gagner la série. Là, tout de suite, même si on me demandait de faire un pronostic, je ne serais pas capable. Je dis que ça va être une série serrée, longue et très, très intéressante à suivre. Ouais. C'est comme ça que je le résumerai. Et vrai mea culpa de ma part sur les Timberwolves, c'est une vraie grosse équipe. C'est une vraie grosse équipe. Ils ont la place pour aller en finale NBA. Ouais, franchement, je pensais pas ça, mais je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose en play-off. Ouais. D'ailleurs, le Game 2 est ce soir. Et ça fait la transition. Donc ce soir à 4h du matin, il y a Minnesota-Denver. À Denver toujours, les Nuggets qui ont une vraie pression pour gagner. On peut s'attendre, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, on peut s'attendre à une vraie réaction des Nuggets. Il y aura un autre match ce soir. C'est le premier match de la série entre Indiana et New York. Ça nous permet peut-être un peu de parler des Knicks ou des Pacers. Ça sera au Madison Square Garden. Et on peut parler peut-être de Jalen Brunson qui tourne à 35 points et 9 passes de moyenne depuis le début des playoffs. Il est violent, hein. Mais le début a été poussif au niveau de l'adresse et il a vite retrouvé le moyen d'être efficace. Les Knicks sont battus et ont réussi à sortir les Sixers, mais Brunson de plus en plus, on l'a vu pendant la saison. De toute façon, c'est pas une surprise en soi que ce soit vraiment le patron, le leader et technique. Et alors pour le côté émotionnel, j'allais dire émotionnel et impact physique, il y a Josh Hart notamment qui fait des dingueries de ce point de vue-là, mais Brunson, là, le statut de star, de superstar, il commence à être indéniable parce que là, ils ont quand même un bon espoir d'aller jusqu'en finale de conférence. Et on se demandait, on en discutait avec Théo l'autre jour, est-ce que où est-ce qu'il va peut-être commencer à grimper dans les rangs des meilleurs Knicks de l'histoire alors qu'il a 2 ans derrière lui. Il est en train de faire peut-être mieux que beaucoup de mecs qui ont été plus hypés. Tu sais que j'adore Carmelo Anthony, hein, mais si Brunson passe un tour là tout de suite avec les stats qu'il est en train de claquer, il a fait des trucs, je sais plus, je l'avais noté l'autre jour, mais il fait des trucs que Jordan avait fait en 93 et que depuis personne n'a fait sur la régularité au scoring en playoff. Il fait des choses assez dingues et il est en train de répondre aussi aux critiques. C'est pas tellement des critiques, c'était plus une forme d'observation, mais sur le côté un arrière de petite taille ne peut pas être un franchise player qui te mène au titre et tout. Bon, alors je sais pas s'ils vont aller jusqu'au titre, mais déjà s'ils vont en finale de conférence avec Jalen Brunson en franchise player, franchement, tu nous remets quoi, 3 ans en arrière là? On te dit les Knicks vont en finale de conférence. Je serais le premier à m'emporter en disant mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que vous racontez? Avec Brunson à 35 points de moyenne et qui est superstar incontestable. Et son contrat là en plus, c'est une hyper bonne affaire alors qu'il est au-dessus de 100 millions. Enfin, c'est ce qui est beau, c'est les trucs imprévisibles comme ça. Et alors je sais pas si on va voir parce que les Pacers, attention, comme on le disait pour le premier tour, ils sont totalement décomplexés, ils en ont rien à secouer. Bucks ou pas Bucks, ils les ont claqués. Lillard, Payanis, ils ont joué le coup à fond et ils ont très bien joué. Et pareil, ils seront décomplexés contre les Knicks. C'est la même chose. Ils n'ont pas de pression. Il y a 0 pression pour les Pacers. Ils vont jouer leur jeu hyper offensif avec Haliburton, Turner et compagnie. Donc c'est un adversaire à prendre très au sérieux pour les Knicks. Mais je les vois quand même favoris de cette série, moi. Oui, bon, ici, je pense que les Knicks sont favoris. Et mine de rien, c'est pareil, là aussi, il n'y a que des belles séries au second tour. De toute façon, c'est des choses sérieuses qui commencent. Je trouve qu'on a vraiment une très belle NBA, ouais. qui me permet, pour le dire. Je peux regarder pas mal de matchs des playoffs là, ces derniers jours. Et c'est vrai qu'il y a quand même plein de trucs très excitants, que ce soit le Dallas OKC, le Denver-Minnesota, qui est peut-être la plus grosse série du deuxième tour. Après, voilà, le Boston-Cleveland est peut-être celui qui est un peu moins intéressant. Voilà, désolé pour le disrespect envers les fans des Cavs. Maintenant que je disrespecte plus les Timberwolves, il faut bien que je m'attaque à une autre fanbase. Donc... Non, mais si les Cavs prennent plus d'un match, c'est beau.
franchement. Je serais très surpris qu'ils prennent plus qu'un match, honnêtement. Juste pour finir là-dessus, d'ailleurs, sur Boston, vu qu'on parle de Boston, il faut rappeler que Kristaps Porzingis ne sera pas là. Je pense pas que ça pose vraiment un gros problème sur cette série contre les Cavs, mais c'est quand même un truc à surveiller. Surtout si Jarrett Allen n'est toujours pas là. Jarrett Allen n'est pas là aussi. Ouais. Après, du coup, c'est un truc dont on a, peut-être pour finir rapidement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Evan Mobley, défensivement, il était vraiment très très bon. Et il y a la stat assez dingue où depuis le début des playoffs, il est à 21 contre, ok. Et derrière, tu as les Nuggets dans leur entièreté qui sont à 18. C'est la première équipe au niveau des contres, après les Cavs. Les Nuggets tout seuls 18 et les Wolves 17. Donc il a plus de contres que 2 équipes de ces playoffs. Voilà. Et il est beaucoup plus à l'aise en poste 5. Les Cavaliers, en attaque en tout cas. Les Cavaliers vont avoir un vrai truc à faire. C'est bien plus intéressant pour eux quand Mobley joue 5. De toute façon, après, on le voit, hein, les Timberwolves, ça marche d'avoir 2 grands et ça pose de vrais problèmes aux Nuggets. Mais pour les Cavs, si Mobley il ajoute pas du shoot, en fait, c'est parce que Towns, ça fait une diff. Hein, oui. Meilleur intérieur shooter de l'histoire quand même, autoproclamé, tu vois. Mais Mobley, tant que Mobley il a pas ça, et je pense qu'il l'aura jamais vraiment. J'ai pas l'impression que ce soit dans son ADN. Il peut avoir un petit shoot à mi-distance, hein, mais quoique il a mis des 3 points aussi d'ailleurs dans cette série au passage, Mobley, mais en 5 c'est très bien, et oui, c'est un joueur intéressant, Mobley. Ce sera peut-être pas une superstar, mais il y a quelque chose aussi qui se développe aussi de son côté. C'est bien qu'il puisse faire encore d'autres matchs de playoffs, qu'il puisse se tester à un autre stade des playoffs. Voilà, on finit la boucle avec les Cavs. Du coup, on peut reparler un peu des Cavs, quand même une équipe qui s'est qualifiée. Et voilà, on verra ce que ça donne sur Boston. En tout cas, on se retrouvera demain matin pour un nouveau CQFR où là, on aura 2 matchs de playoffs du coup à décrypter. Cet après-midi, il y aura un podcast. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter sur la chaîne Basket Session Rivers fin d'après-midi. Vous aurez un podcast, un format plus long. Il y aura Théo en plus de nous deux. Donc ça sera évidemment intéressant à suivre. Enfin, j'espère. Et écoutez, sur ce, bonne journée à tous. Ciao. Ciao, ciao.